Salut Bruno, merci d'être là. On t'accueille à nouveau sur la chaîne du Grand Soir pour parler d'un sujet, d'un gros sujet, qui est, je pense, même le sujet du 21e siècle, puisqu'on va commencer avec le pays qui va sans doute marquer ce siècle, ou qui le fait déjà, je pense. On va parler de la Chine. Et bien sûr, comme sur le Grand Soir, on est un média qui se veut anti-impérialiste et qui parle, on va le dire, principalement à un public politisé et principalement de gauche. On va venir sur la question fondamentale qui fait débat au sein de la gauche mondiale, c'est quelle est la position de la Chine justement vis-à-vis du socialisme? Est-ce qu'on est face à un pays qui est, comme certains le disent, qui est non et qui est capitaliste, ou bien au contraire, c'est un pays qui tend vers le socialisme? Qu'est-ce que tu en penses, toi qui connais bien ce pays? Alors, bien sûr, d'abord, merci pour ton invitation, cher Loïc, et je suis ravi de participer à une nouvelle émission avec mes amis du Grand Soir. Bon, alors, je pense que la première chose à noter en réponse à ta question, c'est que il y a, à mon avis, dans les sphères intellectuelles de gauche en Occident, une incompréhension de ce qu'est la Chine. Et comme ce sont très souvent ces sphères intellectuelles qui ont un écho médiatique, académique et politique, qui influencent l'opinion, la tonalité générale de ce qui se dit ou de ce qui s'écrit sur la Chine contemporaine est très négative. Et elle l'est aussi bien d'un point de vue classique et celui de la droite conservatrice, qui a toujours eu à l'égard quand même de la Chine communiste une hostilité non dissimulée, mais aussi en provenance effectivement de larges secteurs de l'opinion de gauche, je dirais, de tous ceux qui, à gauche, dans les milieux progressistes, essaient d'analyser le monde tel qu'il est et de, je dirais, à partir de l'analyse des tendances lourdes qui l'animent, essaient de dégager des perspectives pour l'avenir. Or, de ce point de vue-là, il est très rare de lire, sous la plume d'auteurs de gauche, quelque chose de positif, en tout cas d'intelligemment positif sur la Chine. C'est extrêmement rare. Les auteurs qui aujourd'hui écrivent sur le sujet, dans le monde francophone en tout cas, mais je ne pense pas que dans le monde anglophone ça soit très différent, ont en général un biais très négatif et qui est largement un biais idéologique. Aussi bien, comme je l'ai dit, à droite qu'à gauche. C'est-à-dire qu'il y a un biais idéologique de gauche anti-chinois. Pourquoi? C'est vrai que c'est un problème et il faut l'analyser. Alors je pense que la principale raison, c'est qu'il y a une incompréhension de l'évolution de la Chine depuis le grand tournant qu'a été l'entrée de ce pays dans la réforme et l'ouverture. C'est-à-dire que ce qui était très clairement affirmé par les Chinois comme une nouvelle étape dans l'accomplissement du rêve communiste, c'est-à-dire du développement de la Chine comme nation souveraine, donnant à sa population des conditions de vie décentes, a été au contraire mésinterprété par les sphères intellectuelles occidentales comme un reniement total de cet idéal communiste, du socialisme tel qu'effectivement la Chine avait tenté de le mettre en place. Ça, de ce point de vue-là, tout le monde est d'accord, à l'époque de Mao. Donc, entre Mao et la période post-Mao, il y aurait eu une telle rupture que cette rupture, en fait, aurait signifié un reniement, un abandon. On aurait jeté aux orties toute perspective d'accomplissement socialiste. Or, je pense que l'erreur est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu qu'en réalité, la réforme de l'ouverture, même si elle représente très clairement une forte discontinuité par rapport à la période de Mao, ne constitue pas pour autant une rupture totale, un abandon ou un reniement. C'est-à-dire que l'essentiel a été sauvé en réalité. Alors qu'est-ce que c'est que cet essentiel qui me permet à moi et à d'autres de dire oui, la Chine aujourd'hui, effectivement, est un État socialiste. Même si la construction de ce socialisme est difficile, si elle s'accompagne de contradictions nouvelles, et si ces contradictions ne sont pas à ce jour résolues, bien entendu. Ben, cet essentiel, je crois, et là, il faut quand même un peu se référer aux fondamentaux, c'est le fait que jamais l'État chinois, qui en réalité est un parti-État, bien, n'a renoncé au contrôle étroit qu'il exerce sur les grands moyens de production. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les élites dirigeantes de la Chine socialiste n'ont jeté le bébé avec l'eau du bain en confiant la direction des secteurs stratégiques de l'économie à des intérêts privés, à des spéculateurs étrangers ou à je ne sais quelle force sociale
interne et externe, qui aurait complètement dépossédé le peuple chinois de sa souveraineté économique. Soyons très clairs, l'État chinois, qui est un parti-État, est aux commandes de l'économie, de même qu'il est aux commandes de la société et de la culture. Et c'est vrai de ce point de vue-là, mais c'est un autre sujet, que les caractéristiques politiques du régime chinois méritent aussi une analyse qu'on fera peut-être tout à l'heure. Mais si on s'en tient à ce qui me paraît essentiel en bonne analyse marxiste, c'est-à-dire la maîtrise par la collectivité publique en Chine des principaux secteurs de l'économie, là, je pense qu'il y a quelque chose qui mérite d'être analysé, qui est riche d'enseignements, et qui est d'autant plus riche d'enseignements, à mon avis, que cette maîtrise par l'État des fondamentaux de l'économie s'est traduite par de véritables succès, et même des succès retentissants, précisément dans la gestion de l'économie du pays. Enfin, si la Chine aujourd'hui accomplit les prouesses qu'elle accomplit dans divers domaines technologiques, si l'élévation du niveau de vie a été si importante, si la modernisation du pays à tous égards a enregistré les succès que l'on connaît, c'est bien parce qu'il y a une planification socialiste dont l'État, dont le parti État, est évidemment le chef d'orchestre. Et ça, cette analyse-là, elle est en général totalement occultée par ceux qui, à gauche, essaient de dire des choses plus ou moins pertinentes sur la Chine, ou alors elle est déformée en utilisant un registre conceptuel qui est celui du capitalisme d'État. Et là, il faut entrer un petit peu dans les détails sur cette affaire-là, parce qu'elle me paraît absolument décisive pour régler avec nos amis de gauche, nos amis progressistes, nos amis marxistes et autres, cette question, parce que si on ne le fait pas, on s'interdit de comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, compte tenu de l'importance acquise par la Chine dans le développement des forces productives à l'échelle mondiale. C'est évident que si on ne comprend pas ce qui se passe avec le socialisme aux caractéristiques chinoises, on va avoir du mal à comprendre effectivement ce qui se passe dans un monde où la Chine, forte de ce modèle et de la réussite de ce modèle, est en train d'imprimer sa marque. Alors, parlons de cette affaire que j'ai nommée le capitalisme d'État. C'est une expression qu'on retrouve partout. Dès qu'un auteur francophone, c'est sans doute vrai aussi dans le monde anglophone, essaie d'analyser le système chinois, dans le meilleur des cas, il dit, bon, bah, ce n'est qu'un capitalisme d'État. Mais il faudrait peut-être revenir là aussi aux sources. C'est quoi le capitalisme d'État? Eh bien, il suffit pour appréhender la question sous l'angle historique, qui est le seul pertinent en réalité pour comprendre les choses, de se rappeler de ce que disait Lénine. Parce que le capitalisme d'État, en réalité, c'est quelque chose qui a été théorisé par Lénine de manière extrêmement précise entre 1918 et 1921 en Russie, dans la Russie des soviets. Alors, il y a un texte extraordinaire de Lénine que j'ai relu récemment qui s'appelle Sur l'impôt en nature, qui est une brochure qu'il a diffusée en 1921 et qui reprend les termes d'une brochure précédente diffusée en 1918, dans laquelle il disait, mais camarades, le capitalisme d'État est un progrès considérable par rapport au capitalisme dont nous héritons, le capitalisme qui était celui passablement délabré de la Russie des tsars. Autrement dit, le capitalisme d'État est explicitement considéré par Lénine comme une étape fondamentale dans la construction du socialisme. Lénine dit très bien que le capitalisme d'État n'est pas contradictoire avec le socialisme. Il dit que c'est une étape préalable compte tenu de l'indigence des moyens dont on dispose après la Révolution. C'est-à-dire Lénine disant, dans un pays de petite production agricole et artisanale, où la mentalité petite bourgeoise est dominante, et où les secteurs les plus performants de l'industrie sont encore à l'état embryonnaire, euh, l'étape du capitalisme d'État en quelque sorte, est une étape obligée. On ne peut pas comme ça décréter d'un coup de baguette magique qu'on va passer d'un pays complètement arriéré sur le plan économique et qui est dominé par la petite production à un merveilleux pays socialiste développé où les travailleurs associés peuvent gérer quotidiennement leurs affaires dans un climat qui est celui de l'abondance et de la prospérité. Ça, c'est une vision complètement absurde des choses, alors dans laquelle tombent évidemment les gauchistes, puisque pour eux, il y a jamais d'étape, hein. L'argument préféré des gauchistes, c'est de dire oh, on est contre l'étapisme. Ouais, il n'y a pas d'étape. Mais que s'il n'y a pas d'étape, ça veut dire qu'il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'histoire à la limite. C'est en sorte que le socialisme dont rêvent les différentes chapelles gauchistes est un socialisme sans histoire qui arriverait comme ça, qui nous tomberait comme un fruit mûr, on ne sait pas pourquoi ni comment, un beau matin, et dont on n'aurait plus qu'à se partager
les bienfaits. La théorisation léniniste du capitalisme d'État montre au contraire qu'il faut procéder par étapes et que c'est ça en fait la difficulté. Alors Marx l'avait bien compris puisque répondant à un socialiste hollandais qui lui disait, c'est un dernier texte de Marx, oui mais alors si les sociodémocrates en Allemagne par exemple arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Et Lénine répond, ben, il va falloir qu'ils gagnent du temps parce que c'est ce qui va leur manquer le temps. Marx répond, pardon, il va falloir qu'il gagne du temps. En fait, cette idée qu'en fait la construction du socialisme est une œuvre de longue haleine, qu'elle passe par des étapes, qu'elle est difficile, qu'elle se heurte à mille difficultés, et que le capitalisme d'État constitue un préalable à la construction du socialisme, me paraît une idée qui correspond à la réalité des faits, parce que Lénine ne s'est pas contenté de le théoriser, il l'a mis en pratique. Il l'a mis en pratique avec ses camarades. Et ni Trotsky, ni Staline, ni Boukharine, ni aucun de ses camarades, à l'époque, ne l'ont contredit, parce qu'ils savaient bien que c'était nécessaire. Alors revenons à la Chine maintenant. La Chine, oh, c'est pas du socialisme, c'est encore moins du communisme, c'est du capitalisme d'État. Eh bien, si vous voulez, parce que finalement, en bonne doctrine léniniste, le capitalisme d'État, c'est une étape dans la construction du socialisme. Alors évidemment, les Chinois ne disent pas ça. Ils disent nous construisons le socialisme aux caractéristiques chinoises. Ben, bien entendu, puisque c'est le mouvement historique. Si on admet que le capitalisme d'État, que je vais définir précisément dans un instant, est une étape nécessaire dans la construction du socialisme, il n'est pas contradictoire à la perspective socialiste de bâtir un capitalisme d'État dont on a besoin pendant un certain temps. Alors qu'est-ce que le capitalisme d'État? J'aurais peut-être dû commencer par ça. Ben, le capitalisme d'État, en fait, c'est un système dans lequel l'État contrôle, directement ou indirectement, les principaux moyens de production, sans qu'on en soit arrivé à la socialisation de l'économie et à la transformation radicale des rapports sociaux. Voilà, c'est une étape intermédiaire. Lénine disait, il nous faut contrôler les hauteurs stratégiques de l'économie. Et Deng Xiaoping, au moment de la réforme et de l'ouverture, avait dit non, mais on va effectivement confier au secteur privé et à l'initiative individuelle toute une série d'activités parce que il va falloir compter sur cette force qui est dans la société chinoise pour favoriser le développement des forces productives et satisfaire les besoins de la population, mais nous conserverons, grâce à la puissance de notre parti et de notre État socialiste, le contrôle des principaux moyens de production. Et c'est bien ce qui s'est passé. Il n'y a jamais eu d'abandon par les communistes chinois, depuis les réformes, de ce principe et de cette réalité, c'est-à-dire le contrôle des principaux moyens de production par l'État socialiste, fût-il assimilable à une forme de capitalisme d'État à la chinoise, si ça fait plaisir à ceux qui utilisent cette expression pour ne pas avoir à dire que la Chine est socialiste. Alors, en parlant d'expression, tu vois, j'ai entendu, mais ça, c'est dans des discussions sur des réseaux latino-américains, donc c'est les latinos qui parlaient de ça, mais je ne sais pas s'ils faisaient référence à une expression qui est utilisée en Chine, tu me diras si tu la connais, parce qu'ils parlaient de que ce qui était actuellement en Chine, ils parlent ça comme de la grande NEP. Donc, pour rappel, Oui, voilà, la nouvelle politique économique, c'est-à-dire cette période qu'il y avait eu après la révolution bolchevique, où il y avait une réinstauration du capitalisme pendant une certaine période pour justement développer les forces productives. Donc, je sais pas si alors, du coup, tu disais oui, mais je sais pas s'ils en parlent comme ça également là-bas. il y a eu au moment du lancement de la réforme d'ouverture des analyses en ce sens, mais les Chinois n'aiment pas nommer avec des termes empruntés à la révolution russe leur propre réalisation. Il y a une sinisation systématique, en fait, de leur propre conceptualisation, qui est alors l'effet, effectivement, de cette tendance lourde du communisme chinois, qui est sa prétention tout à fait légitime à l'originalité, à la fameuse idée de la sinisation du marxisme, à laquelle Mao Zedong a donné son nom, mais dont tous les dirigeants ultérieurs ont été aussi euh, partie prenante, dans la mesure où ils ont apporté leur pierre à l'édifice de la sinisation du marxisme. Mais même s'ils ne parlent pas en ces termes, c'est bien de cela qu'il s'agit. La NEP, c'était effectivement l'idée qu'il fallait redonner, je dirais, toute l'attitude à l'initiative privée dans les campagnes, parce qu'à l'époque, la Russie est un pays essentiellement agricole, et qu'il fallait, alors c'est le premier point, deuxième point, il fallait nouer des relations partenariales avec un certain nombre d'entrepreneurs privés pour relancer l'industrie, et troisièmement, nouer des relations avec les pays étrangers pour, comme disait Lénine, apprendre à faire du commerce. Parce que nous ne savons pas le faire, disent, il faut qu'on apprenne. Et il est frappant de voir que quand on regarde ça, et bien sûr, naturellement, dans le cadre du capitalisme d'État, parce que le capitalisme d'État, c'est la forme que prend la gestion de l'économie sous la NEP, hein. Bien sûr, c'est la même chose en réalité. Bien sûr, le contrôle par l'État des grands moyens de production et le contrôle, évidemment,
de l'ensemble du dispositif, même si on confie au secteur privé un certain nombre de tâches ou de responsabilités. Alors, côté chinois, quand on regarde la façon dont a été pensé et mis en pratique le grand train des réformes de Deng Xiaoping, on s'aperçoit qu'on retrouve les mêmes éléments. Alors, toute proportion, évidemment, gardée, puisque le contexte historique et anthropologique n'est pas du tout le même, mais l'État a gardé le contrôle des principaux moyens de production et des grandes concentrations de capital. L'État en Chine n'a jamais abandonné, depuis Mao Zedong, la main sur le capital foncier, puisqu'il contrôle en fait l'affectation de la terre. L'État est le propriétaire à titre éminent du sol. Il n'a jamais abandonné le contrôle du capital industriel, puisque l'essentiel de l'appareil industriel est resté sous le contrôle direct de l'État, à travers les fameuses entreprises d'État. Et puis il a gardé le contrôle des grandes concentrations de capital financier, puisque 80 à 90% du capital bancaire en Chine est entre les mains de banques d'État. Ça, il faut quand même le rappeler. Donc, on conserve le contrôle des grands moyens de production à travers la mainmise sur les trois grandes concentrations de capital. On confie au secteur privé, rénové en quelque sorte, rajeuni, l'ensemble des services, à une partie de l'industrie, l'industrie légère, etc. Et puis, naturellement, alors j'aurais dû commencer par là, on redonne à l'exploitation paysanne l'autonomie qui lui permet effectivement de décupler sa productivité, puisque le paysan va travailler pour lui. Alors là, évidemment, comme durant la NEP, on fait une concession à l'égoïsme paysan, parce qu'on pense qu'effectivement, ça va être le moteur du développement des forces productives dans le monde rural. Et c'est bien ce qui s'est passé en Chine dans les années 80. Les années 80, c'est la libéralisation de l'agriculture, mais attention, sur une base révolutionnaire, puisque la famille paysanne qui se voit octroyer à nouveau une liberté quasi totale de produire et de vendre sa récolte, est une famille paysanne qui a bénéficié de la répartition des terres qui avait déjà été actée durant la grande révolution agraire, dont la loi de 1950 avait été le verrou législatif. Encore une fois, il y a une grosse différence entre la NEP, à mon avis, et la politique agricole de Deng Xiaoping, c'est que durant la NEP, on ne répartit pas les terres. Alors, on s'est saisi des grands domaines fonciers de l'aristocratie tsariste et on les a partagés entre les paysans. Mais on n'a pas fait une répartition très fine des parcelles agricoles au prorata de la population, comme on l'a fait en Chine avec la loi de 1950. Et ça explique deux choses. Ça explique qu'en Russie, le groupe stalinien se soit cru obligé, au début des années 30, de procéder à une grande révolution agraire qui s'est traduite par l'élimination des koulaks en tant que classe et toutes les difficultés, notamment que l'on connaît. Alors qu'en Chine, au contraire, les années 1980 ont été des années de relative prospérité agricole et de développement d'une agriculture fondée sur l'exploitation paysanne. Mais parce qu'on avait d'abord partagé les terres. Donc, on peut faire la comparaison entre la NEP et la réforme et l'ouverture chez les Chinois, mais attention, il y a des données de base qui sont très différentes. Tu parlais au début de l'aveuglement de la gauche occidentale vis-à-vis de ce qui se passait Ouais. en Chine ou de son biais idéologique. Moi, il me semble, tu me dis si je me trompe ou comment tu le perçois, qu'il y a un certain cap qui est passé au niveau, j'allais dire, du grand public, pas forcément politisé, où je trouve que la Chine a arrivé à séduire vraiment un grand nombre de personnes maintenant. En plus, il y a eu la politique d'ouverture enfin, de voyage sans visa pour les Européens récemment. Mais tu vois, par exemple, je sais que sur les réseaux sociaux, je retrouve plein de personnes, y compris des influenceurs qui ne sont pas forcément politisés, qui tombent sous le charme de la Chine. Et puis il y a le cas peut-être que tu le connais, très connu, de ce jeune Américain Speed qui s'était rendu en Chine et qui en avait fait la promotion malgré lui. Et même au niveau personnel, moi je connais des gens qui sont pas forcément, enfin qui sont même pas politisés en tout cas, y compris dans le camp communiste ou vraiment de gauche révolutionnaire, qui se sont rendus en Chine et qui en sont revenus enchantés. Et j'ai Oui, l'impression oui, qu'ils ont réussi à percer disons, la barrière médiatique qui continue quand même à véhiculer une image de dictature terrible, mais j'ai l'impression qu'au niveau des masses, ou sous les radars, ils ont réussi justement à montrer que c'était une certaine réussite. tout à fait. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça correspond aussi tout à fait à une volonté des autorités chinoises. Au fond, ils se sont dit, bon, combattre le soft power occidental qui n'arrête pas de dire que nous sommes une abominable dictature qui opprime son peuple, ça va être compliqué parce qu'il y a l'obstacle de la langue.
C'est très difficile pour les Chinois. Ils ont une langue qui est magnifique, qui est très originale, qui est très difficile à apprendre et que personne ne parle en dehors des Chinois. Hein. Excuse-moi, mais alors les gens qui en France prétendent maîtriser le chinois se comptent sur les doigts d'une main. Enfin, il y en a très peu en réalité. Il faut vivre dans le pays pendant des décennies pour oser prétendre qu'on le parle. Et encore, c'est pas évident. Et donc, ils peuvent pas se permettre de lutter, je dirais, à armes égales contre l'influence d'une idéologie qui est véhiculée par la langue anglaise. C'est totalement impossible. Donc, ils se sont dit, ben, on accueille les gens chez nous. Et c'est un coup de maître, cette histoire du visa. Alors, pour un grand nombre de pays maintenant, hein, d'un mois. Parce qu'en un mois, tu envoies des choses. Et ça donne envie, en plus, de passer par Hong Kong et de revenir, et du coup, d'avoir 2 mois. Bon, il y a des gens qui font ça. Et puis, il y a des gens qui vont s'installer en Chine aussi, effectivement. Il y a des jeunes Français qui vont s'installer en Chine. Donc, je pense que il n'y a pas de meilleure épreuve, effectivement, intellectuelle que la confrontation directe avec les faits. Et les gens qui vont en Chine se rendent compte de quoi? Ben, ils se rendent compte que la Chine est un pays moderne, développé, qui fait d'énormes efforts pour améliorer la qualité de la vie, sachant que c'est pas facile parce que la Chine est un pays extrêmement peuplé où il faut gérer les besoins d'une très grande population. Ils se rendent compte que les Chinois n'ont pas du tout l'impression de vivre dans un régime oppressif qui les surveille, qui les brime, oui, qui les réprime. Ça, c'est une idée complètement erronée. Quand on parle à un Chinois du crédit social, il ouvre les grands yeux, il ne sait pas ce que c'est. Ben, c'est normal. 99% des Chinois ne sont pas concernés. Il y a eu, alors j'ai écrit un article récemment sur le sujet, il y a eu une énorme entourloupe intellectuelle sur cette affaire, qui heureusement a été mise en pièce par une étude très, très, très intéressante faite par le MIT aux États-Unis, et qui montre qu'en fait, tout ce qu'on a raconté sur le crédit social est faux. C'est un dispositif principalement destiné aux entreprises et aux administrations. Voilà. Et à une petite partie de la population, c'est-à-dire des gens aisés qui ne remboursent pas leurs dettes alors qu'ils pourraient le faire. Voilà. Donc, les gens se rendent compte en fait que la réalité est totalement à l'opposé de ce qu'on nous raconte. Donc, c'est très bien parce que finalement, le meilleur argument contre l'idéologie anti-chinoise, enfin anti-communiste et anti-chinoise, parce que les deux sont liés effectivement dans cette idéologie, c'est le voyage en Chine, c'est-à-dire la confrontation avec la réalité chinoise. Alors, pour revenir sur ce qu'on disait aussi précédemment, il y a donc ce biais négatif à gauche qui est d'ordre idéologique sur l'absence du socialisme chinois, l'impossibilité de penser le socialisme chinois, puisqu'en fait c'est un capitalisme, sauf que si on parle de capitalisme d'État, effectivement, c'est un peu plus subtil que ce qu'on veut bien nous raconter, et je crois qu'il faut l'avoir présent à l'esprit. Après, vous avez des gens même à gauche, qui disent, ah mais de toute façon, le socialisme, c'est pas ça. Le socialisme, il n'y a qu'à lire Marx, ce sont les travailleurs associés qui dirigent les entreprises. C'est l'autogestion généralisée, pour parler comme Bernard Friot. Ah, évidemment, si vous comparez le schéma de Friot-Lordon, complètement idyllique, d'une société totalement régie en fait par le principe d'autogestion, mais où les deux protagonistes admettent que pour que ça soit mis en place, il faudrait renoncer à peu près à 80% de notre pouvoir d'achat, et que vous comparez ensuite avec la réalité de la Chine, c'est-à-dire un pays où les gens consomment. Parce que ce que le socialisme réel a apporté, effectivement, c'est une élévation du niveau de vie qui fait que les gens consomment. Ah, évidemment, c'est le jour et la nuit. Le problème, c'est que veulent réellement les hommes aujourd'hui, les êtres humains, hein, si on leur laisse le choix. Je ne suis pas sûr qu'ils optent pour le système Friot-Lordon, hein, pour cette espèce d'égalitarisme frugal, dans lequel d'ailleurs les Chinois ont quelque peu mené leur propre expérience, parce que la révolution culturelle, c'est un peu ça quand même. Ils sont passés, finalement, les Chinois, dans le dernier demi-siècle, d'un système collectiviste, enfin d'une société caserne. C'était ça, la Chine. Une société caserne, collectiviste, frugale, unifiée par une idéologie de granit, hein, la pensée Mao Zedong, dans laquelle effectivement on allait dans la direction d'un communisme assez, assez strict. Le problème, c'est qu'ils ont fait cette expérience et que visiblement, ils en ont tiré un certain nombre de leçons. Bon, alors c'est bien facile, comme fait Badiou, de dire ah oui, mais le pouvoir chinois actuel a renié ce que Mao Zedong avait institué. Non, mais il personnalise le sujet. En fait, en réalité, c'est le peuple chinois qui n'a pas envie de vivre comme on vivait à l'époque de la révolution culturelle. Il faut regarder les choses en face. Le Parti communiste chinois, à partir de la fin des années 70, il joue sur du velours. Il sait très bien que les gens, bon, n'en peuvent plus. Ça ne veut pas dire qu'il y avait que des aspects négatifs dans la révolution culturelle. Ça ne veut pas dire que c'était pas une idée magnifique, l'idée de construire une société égalitaire, collectiviste et frugale. Mais le fait est que les Chinois n'en voulaient plus. Et ça, quand même, malgré les contradictions générées par le développement
du secteur privé à l'occasion des réformes, on ne voit pas les Chinois aujourd'hui faire preuve de nostalgie à l'égard du mode de vie de l'époque. Alors il y a des gens qui disent oui quand même, il y avait beaucoup de positifs, beaucoup plus qu'on ne l'a dit, mais enfin, ces gens-là ne sont pas prêts à renoncer aujourd'hui à leur appartement, à leur téléphonie mobile, à leur transport moderne, etc. Ils savent bien que la modernisation, elle a été aussi le fait de cette économie mixte, mise en place dans le cadre d'un capitalisme d'État particulièrement bien géré, et qui est effectivement le préalable au socialisme. Alors le socialisme, ça sera quoi du coup? On pourrait poser la question. Ben, le socialisme chinois, ça sera quand l'ensemble de la société chinoise sera composé très majoritairement de classes moyennes. Alors ça a l'air absurde, mais ça l'est pas du tout, parce que le niveau de vie déjà des Chinois aujourd'hui, une grande partie des Chinois, c'est celui de classe moyenne qui vivent de manière très décente. Et même dans les couches populaires, la misère crasse a été éradiquée. Et dans le projet qui figure notamment dans le rapport de Xi Jinping au dernier congrès, le 22e congrès, le 20e congrès en 2022, il est précisé que c'est bien l'idée d'une société en ballon de rugby que vise le socialisme chinois. C'est-à-dire très peu de monde au sommet, il y en aura quand même, parce qu'il y a des gens qui se sont particulièrement malins, hein, plus malins que les autres, qui se sont enrichis. Très peu de gens à la base, c'est-à-dire on éradique la pauvreté, et puis une grosse masse, très grande majorité des Chinois qui figurent au milieu, ça, c'est le ballon de rugby, c'est-à-dire des gens qui vivent décemment. Alors, on va réinstituer une forme d'égalité qui n'est pas l'égalitarisme frugal des années 1960, en rendant la grande majorité des Chinois suffisamment prospères pour qu'ils puissent se dire, ben, moi j'appartiens finalement aux classes moyennes et je vis dans une société qui est relativement homogène, qui n'est pas une société polarisée, parce que tout le monde, peu ou prou, peut accéder à ce statut social. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ah, c'est pas gagné. Le processus est en cours, on en est encore très loin, mais c'est la direction dans laquelle on va. Enfin, juste une parenthèse, cette image du ballon de rugby, c'est explicitement ce qu'ils ont cité Oui, ou c'est d'accord? oui. Non, non, c'est cité dans les textes officiels chinois. Je le relisais encore récemment sous la plume d'un sociologue qui s'appelle Li Qiang, qui est très, très connu en Chine, qui disait effectivement c'est notre objectif. L'idée, en fait, c'est qu'on ne veut pas de polarisation sociale. On a bien compris qu'avec la réinstauration d'une forme de capitalisme, avec le développement fulgurant du secteur privé, les inégalités se sont envolées en Chine. Mais depuis 10 ans, elles ont tendance à régresser. C'est-à-dire que le niveau de vie des couches populaires augmente plus vite, en réalité, aujourd'hui, que le niveau de vie moyen. Et puis, il y a eu quand même quelques coupes sombres au sommet de l'édifice, où plusieurs dizaines de Chinois très riches, de Hein. milliardaires, se sont vus quand même rappelés à l'ordre. Certains sont en prison quand ils ont commis des irrégularités. Ce sont les patrons du groupe immobilier Evergrande. Aujourd'hui, ils sont en prison. Certains ont été mis à l'écart et sérieusement sermonné, comme Jack Ma. Mais Jack Ma est revenu aujourd'hui et il est redevenu copain avec Xi Jinping. Il a perdu 90% de sa fortune, mais c'est pas grave. Le reste lui permet de vivre décemment. Et il y a eu, à l'inverse, donc au sommet, une sorte de mise au pas des plus riches, et puis alors, à la base, l'éradication de la grande pauvreté, qui est la grande affaire des deux premiers mandats de Xi Jinping. Xi Jinping, c'est l'homme qui a débarrassé la Chine définitivement de cette grande pauvreté, de cette pauvreté extrême qui frappait encore à peu près 100 millions de Chinois quand il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y en a plus. D'ailleurs, nous allons publier chez Delga un livre collectif dans lequel nous parlons de ça et j'ai écrit une contribution à ce sujet parce que je suis allé voir sur place, moi, en Chine, à plusieurs reprises, comment était menée cette politique. Ça a été quand même quelque chose de très sérieux. Aucun autre pays en développement, aucun autre pays du Sud global, à part peut-être le Vietnam, avec un décalage de 10 à 15, peut-être de 15 à 20 ans, n'a obtenu de tels résultats dans l'éradication de la misère. La Chine est un pays d'1,4 milliard d'habitants où la misère est éradiquée. Je parle de la misère. Évidemment qu'il y a de la pauvreté, puisque la pauvreté, c'est relatif, hein. Voilà. Mais ça, quand même, la gauche, enfin une grande partie de la gauche occidentale ne veut pas le voir. Alors, il y a peut-être un complexe aussi, parce que le problème de la gauche occidentale, si on parle en particulier des marxistes occidentaux, c'est qu'ils ont quand même brillé par leur impuissance. Alors, en France, on est un peu l'exception, parce qu'au moins les communistes français nous ont laissé quelque chose. La sécurité sociale, le statut de la fonction publique, toute une série de mesures qui ont été prises en très peu de temps, entre 1944 et 1946, mais qui sont là, et qu'on n'a pas encore, que la bourgeoisie n'a pas encore réussi à complètement détricoter.
Mais dans la plupart des pays, alors on peut faire un peu le raisonnement, le même raisonnement pour l'Italie, mais enfin, le marxisme occidental s'est effondré, ou alors il s'est réduit à une espèce de marxisme culturel, voilà, pour petits bourgeois en rupture de banc avec leur société, avec leur milieu d'origine. Mais en Asie, le socialisme d'inspiration marxiste, c'est quand même tout à fait autre chose. Pour ne parler que de la Chine et du Vietnam, on a là 1,5 milliard de gens qui vivent beaucoup mieux maintenant qu'il y a 20 ans, ou qu'il y a 40 ans, ou qu'il y a 60 ans, et ça, ils le doivent au socialisme. Le taux de scolarisation en Chine, de même qu'au Vietnam, est impressionnant. En Inde, on est très loin derrière. Ouais. Alors évidemment, c'est la comparaison qu'il faut faire. Comparer la Chine et l'Inde, puisqu'on compare deux pays d'1,4 milliard d'habitants, où l'un a 10 ans d'espérance de vie d'avance sur l'autre. Bruno, on parlait donc de ce modèle chinois qui, dans cette construction vers le socialisme, est quand même marqué par la consommation de masse de la population chinoise. Alors justement, ça va entrer en contradiction avec les limites physiques de la planète et aussi la question environnementale qui touche, d'ailleurs, qui est également très présente dans la gauche occidentale. Comment est-ce que la Chine répond justement à ce défi? Oui, je pense que la question environnementale n'est pas une question qu'on peut considérer comme une question purement nationale. C'est l'affaire de la planète tout entière. Et donc, ce que fait un pays concerne en fait tous les autres pays du monde. Et naturellement, la Chine étant la première puissance industrielle de la planète et, en données brutes, le principal émetteur de gaz à effet de serre, la responsabilité des Chinois est évidemment énorme. Mais il faut tout de suite préciser deux choses. D'abord, le développement industriel de la Chine, il est extrêmement récent. Pour dire les choses crûment, la Chine ne pollue la planète que depuis quelques décennies, alors que le monde industriel développé européen ou américain pollue depuis 2 siècles. Bon. Deuxième remarque, par habitant, la Chine pollue moins que les États-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et un certain nombre de pays très développés et très industrialisés. Donc, oui, la Chine a une responsabilité particulière. Oui, elle a le devoir de faire en sorte que les problèmes environnementaux soient traités à leur juste mesure et avec les moyens adéquats. Et c'est ce qu'elle fait. Alors, on ne pouvait pas dire ça il y a 15 ans. Aujourd'hui, il faut le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la Chine, depuis, en gros, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, a pris à bras-le-corps la question environnementale et a réparé dans toute une série de domaines les dégâts causés en Chine même par l'industrialisation accélérée. Si on regarde par exemple les indicateurs sur la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ils sont beaucoup plus intéressants aujourd'hui, beaucoup plus positifs qu'ils ne l'étaient il y a à peine 10 ans. Et en matière d'émissions de gaz à effet de serre, la Chine a pris un engagement, c'est d'arriver effectivement à la neutralité carbone en 2050. Et elle paraît bien placée pour y parvenir, sachant qu'elle a fait des efforts en matière d'énergie verte qui sont colossaux. Enfin, la Chine, elle représente, bon an, mal an, plus de la moitié, et parfois même les 2 tiers des investissements mondiaux dans les énergies vertes. Donc, on ne peut pas dire que ce pays, qui représente 18% de la population mondiale et en gros 20% du PIB mondial, ne fait rien. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer dans cette voie. Le problème est aujourd'hui d'une telle gravité, et les autorités chinoises en sont conscientes, que on va continuer à accompagner la transition écologique par un effort massif en faveur des énergies vertes. Même si, et on le sait bien, les énergies vertes, c'est pas la panacée. Il y a de nombreuses études qui ont montré qu'effectivement, quand on fabrique des véhicules électriques, on utilise des composants qu'il faut aller chercher dans le sol où ils sont profondément enfouis, ce qui génère d'autres types de pollution, etc. Mais enfin, franchement, j'entends bien, moi, cet argument et je pense il a de la portée, mais le problème, c'est que dans les très grandes agglomérations urbaines dans lesquelles vivent une bonne partie de la population mondiale, il y a aussi une urgence à résoudre le problème de la pollution atmosphérique. Et les Chinois, aujourd'hui, sont sur la bonne voie pour résoudre cette question. Enfin, quand on va à Beijing, et j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, le ciel est bleu, il n'y a pas de pollution. Il y a 15 ans, c'était catastrophique. Voilà. Et aujourd'hui, il est clair que la Chine, qui fait partie du problème, fait aussi partie de la solution. Et je dirais même, en matière de solution à la question environnementale,
fait figure de grande puissance novatrice ayant valeur de modèle dans un certain nombre de domaines. Et ça, c'est quelque chose à quoi la direction actuelle du Parti communiste chinois est très attentive. Quand on lit bien les textes officiels, on voit bien que l'accent est mis sur la qualité de la vie. Xi Jinping lors de son rapport au 20e congrès, a clairement dit qu'il ne fallait pas avoir constamment les yeux rivés sur le taux de croissance du PIB. Ce n'est pas le seul indice, pas le seul indicateur pertinent du développement. Le véritable indicateur du développement, c'est la qualité de la vie. Et ça, c'est pas une histoire de taux de croissance. C'est le contenu qualitatif de la croissance et non pas seulement sa dimension quantitative qui doit être pris en compte. Ce qui est le cas aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les Chinois développent leur ville, essaient de créer des réseaux de villes intelligentes, etc., avec le souci de limiter les dégâts écologiques. Enfin, quand on regarde une ville comme Shenzhen, par exemple, alors c'est un modèle un peu extraordinaire parce que c'est une ville qui a été créée de toutes pièces il y a en quelques décennies. C'est une des villes du monde où il y a le plus d'espace vert, où la pollution atmosphérique est faible, alors même que c'est un centre industriel parce que on a pris les mesures qui s'imposaient, notamment en matière de circulation. Quand la Chine construit 50 000 kilomètres de voies ferrées pour des lignes à grande vitesse, elle apporte une contribution énorme à la résolution des problèmes environnementaux de notre temps. Et elle fait figure là de modèle. On aimerait bien dans certains pays que le transport ferroviaire ait la même importance. Et on sait bien que le transport ferroviaire, c'est le moins polluant de tous. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer sur le plan international de la politique environnementale de la Chine. Je dis ça en 2026, je ne l'aurais pas dit il y a 15 ans, c'est clair. Encore une fois, rien n'est joué. Et là, il y a là un bon exemple, à mon avis, de ce que peut donner le volontarisme politique quand il s'exerce à bon escient et qu'il va dans la bonne direction. Tu rappelais avec raison donc la position centrale de poids lourd au niveau international de la Chine, de par sa puissance. Alors justement, cette progression, elle ne s'est pas faite sans se créer d'ennemis, puisque évidemment, elle est dans le collimateur donc, des États-Unis et de ses vassaux. Alors justement, on voit qu'il y a eu tout un changement géopolitique qui s'est enclenché, d'ailleurs notamment accéléré depuis l'opération spéciale russe et l'invasion de l'Ukraine. Comment justement vois-tu la Chine dans ce rôle? Parce qu'on a l'impression que si on la compare à l'Union soviétique, on a l'impression qu'elle est beaucoup moins agitée sur le plan international. Mais alors peut-être qu'elle l'est disons, sous les radars justement, parce on est face à une espèce d'hostilité qui, à mon sens, est un peu feutrée, qui n'est pas son nom, puisqu'on est dans une sorte de conflit entre ces deux grandes puissances, donc les États-Unis et la Chine. Et à ton avis, selon toi, comment est-ce qu'elle se positionne justement la Chine sur ce conflit qui arrive ou qui est déjà là en fait? Alors, la comparaison avec l'Union soviétique est très intéressante parce que quand on lit les intellectuels chinois, quand on lit la prose du Parti communiste chinois, tout ce qui peut s'écrire, et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à lire, et je lis beaucoup en Chine, c'est un thème qui revient assez fréquemment dans l'analyse historique de ce que c'est qu'effectivement la position de la Chine dans le monde aujourd'hui. La Chine d'aujourd'hui ne veut pas ressembler à l'Union soviétique, c'est clair. Elle n'a pas l'ambition géopolitique qui était celle de l'URSS, euh, au sens où le recours à la force militaire, par exemple, du côté des Chinois, est totalement proscrit. La Chine se vante, à juste titre, de n'avoir participé à aucun conflit armé depuis 1979, c'est-à-dire depuis le conflit frontalier avec le Vietnam, qui était manifestement d'ailleurs une erreur de la direction du Parti communiste chinois à l'époque. Donc, ça, c'est un choix fondamental, le choix de la paix et le refus de la guerre. Ce qui ne veut pas dire que la Chine ne comprend pas les raisons pour lesquelles la Russie est entrée en Ukraine. Hein, puisqu'on sait bien, et là, on a suffisamment lu les uns les autres John Mearsheimer et d'autres experts américains notamment pour avoir compris qu'effectivement, on a tout fait en Occident pour provoquer cette guerre. Et qui n'est pas simplement l'initiative de M. Poutine, mais la résultante objective d'un rapport de force qui a été délibérément créé par le monde occidental pour défier la puissance russe dans sa propre sphère, en fait. Bon, ça c'est le premier point. La Chine ne veut pas rééditer l'exemple de l'Union soviétique. Elle ne veut pas non plus ressembler aux États-Unis. C'est-à-dire, elle n'a pas du tout les ambitions alors, impérialistes, hégémoniques,
d'une puissance comme les États-Unis. Et d'ailleurs, elle n'a pas du tout la même politique. Les États-Unis ont 800 bases militaires à l'étranger, la Chine n'en a qu'une. L'effort militaire chinois, même s'il est très important, est un effort purement défensif. Il s'agit de sécuriser les frontières maritimes, notamment, de la Chine. C'est la raison pour laquelle la marine chinoise, d'ailleurs, a bénéficié des plus gros investissements de la part du complexe militaro-industriel chinois depuis 20 ans. Selon certains experts, la marine chinoise aujourd'hui est supérieure à la marine américaine. À voir. La puissance maritime de la Chine, en fait, elle est le reflet d'une politique défensive. Quand on regarde effectivement la façon dont les Américains ont enserré la façade côtière de la Chine de bases militaires, hein, qui vont de la Corée du Sud aux Philippines, en passant par le Japon, Okinawa, et bien sûr Taïwan, qui en réalité est une base américaine, puisque MacArthur, dans les années 1950, avait dit, bon, c'est pour nous un porte-avions insubmersible au service de nos intérêts. Donc c'est pas nouveau. On voit bien qu'il y a là effectivement un arc de tensions géopolitiques entre la Chine, qui est chez elle, et les États-Unis, qui projettent leur puissance à quelques kilomètres des côtes chinoises pour freiner en fait le développement de la Chine et soutenir alors effectivement leurs alliés locaux, que sont principalement la Corée du Sud, le Japon et les Philippines, ainsi que Taïwan, parce que ce sont des proxys bien commodes pour faire face à la Chine. Alors, il y a, et je m'y suis intéressé il n'y a pas très longtemps, un débat particulier à propos du Japon, puisque les initiatives de Madame Takaichi, qui a déclaré qu'en cas de conflit entre la Chine et Taïwan, le Japon interviendrait au profit de Taïwan, ont provoqué un véritable tollé en Chine, puisque si le Japon dit qu'il va intervenir dans une affaire intérieure chinoise, c'est qu'il veut la guerre avec la Chine, puisque pour les Chinois, bien sûr, Taïwan, c'est une affaire intérieure chinoise. Et d'ailleurs, c'est la réalité en droit international, puisque Taïwan n'est pas un État membre de l'ONU, comme on le sait, mais une province chinoise provisoirement séparée de la mère patrie. C'est pas une lubie de X ou Y de dire ça, c'est la réalité, en fait, du droit international. Donc là, il y a un sujet extrêmement sensible, la relation entre la Chine et le Japon, la relation entre la Chine et Taïwan. Avec la Corée du Sud, les choses sont moins tendues, mais enfin, les États-Unis sont en embuscade. Et dernièrement, ils ont provoqué des tensions avec les Philippines. Alors, les Philippines qui sont utilisées comme une espèce de voltigeur là, au service des États-Unis, parce que les États-Unis y ont des bases, et ils ont dernièrement équipé à nouveau la base qui est située au nord des Philippines de missiles qui peuvent frapper les côtes chinoises. Donc ça, on est quand même dans une situation qui est, je dirais, étonnamment périlleuse et qui contraste avec, je trouve, la retenue qui caractérise les réactions chinoises. Parce que si il y avait des missiles chinois à Cuba, au Canada ou au Mexique pointés vers les États-Unis, je pense que ça serait la guerre. Les Chinois sont parfaitement conscients du problème, mais n'estiment pas le danger que représente cette présence militaire américaine à leur frontière maritime, mais ils vont gérer ça dans le temps, en comptant effectivement sur le transfert inéluctable et incessant, hein, du centre de gravité de l'économie mondiale de l'ouest vers l'est. Ils savent bien que, en dernière instance, comme dirait Althusser, le poids des forces productives finit par l'emporter sur d'autres paramètres dans toute situation historique. Oh, il n'y a pas d'exemple d'ailleurs dans l'histoire que le déplacement de la puissance productive n'ait pas entraîné, non pas mécaniquement, mais à terme, en dernière instance, un déplacement de la puissance géopolitique. Et c'est ce sur quoi comptent les Chinois. Ils sont intelligemment marxistes, ces Chinois. Ils savent bien qu'en fait, ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde de l'économie réelle, de l'économie productive, des forces productives, est ce qui va déterminer en réalité la redistribution des cartes qui aura lieu un jour ou l'autre et qui se fera sans doute progressivement. L'Empire américain sur le déclin finira par abandonner tel ou tel de ses alliés. Il a déjà abandonné le Sud-Vietnam, il a abandonné ses supplétifs en Afghanistan, il va abandonner l'Ukraine, il abandonnera un jour Taïwan. Voilà, pour ne citer que ces exemples. Alors bien sûr, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de, j'imagine, d'affrontement direct entre ces deux puissances, même si on sait que les États-Unis ou une puissance en déclin, en général, elle a tendance à jouer le tout pour le tout. Et je ne sais pas si on peut finir justement avec quelle lecture tu vois, on peut sur justement ce processus de décomposition de l'Occident avec en tête les États-Unis qui sont en train de peu à peu s'approcher ou peut-être qu'ils sont même déjà décrochés de la place de première puissance mondiale.
Mais comment tu vois les choses à court terme ou à moyen terme? Alors, oui, c'est bien de distinguer le court terme, le moyen terme et le long terme, en fait, même si évidemment, sur le long terme, on n'y voit pas très clair. Mais enfin, ça n'empêche pas d'essayer de dégager des lignes de force et de dessiner des perspectives. Voilà, plausibles. Pour le court terme, je pense qu'on assiste au déchaînement d'un hyper-impérialisme chaotique, voilà, qui s'incarne parfaitement dans la figure de Trump, Ouais. l'histrion de Mar-a-Lago en Floride, qui multiplie les initiatives en apparence irrationnelles, en fait, elles ne le sont pas, qui visent à déstabiliser, en fait, l'adversaire en jetant comme ça toute une série de mines antipersonnelles, j'ai envie de dire, un peu partout sur la planète pour montrer la détermination des États-Unis à non seulement défendre leurs intérêts acquis, mais obtenir de nouvelles conquêtes, ce qui est quand même une des caractéristiques de ce néo-impérialisme chaotique, qui est aussi un hyper-impérialisme, parce que quand les États-Unis vont jusqu'à défier leurs propres alliés en revendiquant le Groenland, on voit bien que cet impérialisme, en quelque sorte, est sans limite. Mais c'est aussi, à mon avis, Trump qui a incité les dirigeants japonais à renouer avec leur bellicisme, au moins verbal. C'est lui qui a encouragé par des livraisons d'armes massives les plus, les plus fanatiques des séparatistes taïwanais, une fois de plus, bomber le torse face à la Chine. On voit bien qu'il agit sur tous les fronts. Alors, bien sûr, il y a cette incroyable opération contre Maduro au Venezuela. Très paradoxal d'ailleurs, parce qu'en même temps, on voit bien que le pouvoir vénézuélien en ce moment discute avec le pouvoir washingtonien et que c'est quand même assez compliqué ce qui se passe. Mais voilà, il y a une flotte américaine dans les Caraïbes aujourd'hui, alors qui, à nouveau, menace Cuba. Cuba Ouais. est aujourd'hui le couteau sous la gorge. On pourrait multiplier, bien sûr, cette armada qui s'est dirigée vers l'Iran après la première guerre de 12 jours entre Iran, Israël et États-Unis. L'hyper-impérialisme de Trump, il fait feu de tout bois, il est sur tous les fronts, il part dans tous les sens, en fait. Mais est-ce qu'il va pas Et être c'est trop vrai. gourmand? Alors, à mon avis, il est très gourmand et je pense qu'il le sait, c'est-à-dire que on compense par une activité débordante et complètement extravagante, euh, une faiblesse structurelle qui est celle aujourd'hui de l'Empire américain par rapport à ses rivaux. Voilà. Ces rivaux étant principalement, effectivement, les pays qui sont regroupés dans les BRICS, avec la Chine en tête de file, la Russie, évidemment, qui défie l'OTAN tous les jours sur le champ de bataille en Ukraine, et puis d'autres pays qui suivent le mouvement ou sont carrément alliés des deux précédents. Enfin, un pays comme Cuba aujourd'hui, si les Chinois n'avaient pas envoyé 60 000 tonnes de riz et si les Mexicains n'envoyaient pas du pétrole, ils seraient effectivement très très mal en point. Et Dieu sait il y a une grosse inquiétude là-dessus. Donc, sur le court terme, je dirais que l'hyper-impérialisme vibrionnant et chaotique de l'histrion de Mar-a-Lago, en fait, est sans doute l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, en réalité, c'est de l'agitation sans doute stérile. Après, sur le moyen terme, alors là, tout dépendra de la capacité des puissances qui n'ont pas l'intention de se laisser intimidés par Washington, à résister. Un élément intéressant, tout dernièrement, ce sont les manœuvres navales conjointes entre la Chine, la Russie et l'Iran, qui semblent avoir joué un rôle dissuasif dans le renoncement de Trump à, en tout cas, c'est le dernier épisode, à une nouvelle attaque contre l'Iran. C'est Ouais. intéressant. On sait aussi que les dispositifs antiaériens ou anti-brouillage, ou plutôt de brouillage électronique utilisés par les Iraniens, ont quelque chose à voir avec les Chinois et les Russes. Bon. Enfin voilà, il y a un domino là, l'Iran, que les Chinois et les Russes n'ont pas envie de voir sauter. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas envie de voir sauter non plus Cuba et le Venezuela, mais les enjeux ne sont pas les mêmes, peut-être. Et il y a la distance, c'est pas évident. Voilà. Donc, voilà, sur le moyen terme, tout dépendra du camp adverse. Hein. Bien sûr. Ils ne feront pas la guerre, mais les Chinois ne feront pas la guerre, hein, sauf s'ils sont contraints. Mais enfin, il y a d'autres moyens d'agir. Voilà. Quant au long terme, moi, je pense que les, enfin, les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Les États-Unis finiront par constater qu'ils ne sont plus les maîtres du monde parce qu'ils ne sont pas les plus forts, ils ne sont pas les plus puissants, ils ne sont pas les plus riches. Enfin, la société américaine est en train quand même passablement de se déliter de l'intérieur. Alors là, quelqu'un comme Emmanuel Todd, par exemple, est intarissable sur le sujet, sur les contradictions internes des États-Unis. Bon.
Elles sont importantes, elles sont pas encore peut-être à ce stade de mûrissement qui provoque une révolution, mais enfin, on sent bien qu'il y a des contradictions. Il faut jamais oublier qu'effectivement, la politique étrangère des États-Unis, c'est aussi le reflet des contradictions internes qui agissent à l'intérieur du pays, et que Trump, quand il fait ces rodomontades, qui sont parfois malheureusement plus que des rodomontades, puisqu'elles mettent en péril la paix dans le monde, s'adresse d'abord à son électorat, plus qu'au reste du monde, dont il n'a que faire en réalité. Très bien. Bruno, Voilà. je te remercie. Je pense qu'on peut inviter tous ceux qui nous Ah, écoutent à se rendre en Chine déjà pour, comme tu le disais, être oui, confronté à la réalité. voilà. Et puis bah, je te souhaite Pour voir les bons et les mauvais côtés, parce qu'il y a aussi des mauvais côtés, il y a des choses qui sont à améliorer, c'est évident. Moi, je me suis promené dans des tas d'endroits qui n'étaient pas tous particulièrement rutilants, mais enfin, c'est la réalité, il faut la voir. parfait. Bah, écoute, j'espère te recevoir bientôt pour qu'on Avec puisse plaisir. discuter d'autres sujets. Puis je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Moi également, merci à toi Loïc, à bientôt.